Il plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, Diego Darin, expert pour Haïti de International Crisis Group. Diego, bonjour, un plaisir de te recevoir ce matin. Alors, bonjour. Bonjour, merci Diego de répondre à nos questions et pour International Crisis Group. Avec vous, on va analyser la position américaine sur la crise haïtienne avec le déploiement le 3 février dernier de 3 navires et de guerre. C'était à l'approche du 7 février et les bateaux selon un communiqué du commandement sud étaient déployés et dans le cadre de l'opération Southern Spear, mais aussi pour aider à la stabilité d'Haïti. Côte à côte. Est-ce que avec ce déploiement à l'approche de la date fatidique du 7 février qui était perçu comme un support des États-Unis au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, d'ailleurs ils l'ont clairement affirmé à travers différentes publications de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, est-ce qu'on peut parler de retour assumé de la diplomatie de la coercition des États-Unis dans les Caraïbes, particulièrement en Haïti? Oui, ce déploiement des bateaux, un bateau militaire et 2 bateaux des gardes-côtes des États-Unis sur la baie de Port-au-Prince, c'était la dernière preuve du soutien pour le moment indéfectible des États-Unis envers le Premier ministre pour qu'il demeure en fonction après le 7 février. Je dis dernière preuve parce que les États-Unis avaient déjà bloqué ou essayé de bloquer à l'aide de pressions plutôt diplomatiques à travers des canaux de communication, des messages à travers de réseaux sociaux, mais ainsi aussi également avec des communications privées entre des diplomates américains et des membres du Conseil de présidentiel, avaient tenté de bloquer plusieurs tentatives de remplacement du Premier ministre qui s'étaient multipliées depuis plus ou moins août de l'année dernière. Ce déploiement des navires américains sur la baie de Port-au-Prince s'est fait au moment alors que à très peu de jours de la fin du Conseil présidentiel, des membres du CPT avaient proposé, avec ces discussions qu'ils menaient à l'hôtel Montana, la création d'un Conseil présidentiel alternatif à 3 membres et la nomination d'un nouveau Premier ministre après avoir déjà exercer des pressions diplomatiques avec des appels, des messages privés, des communications publiques de support au Premier ministre et avoir révoqué les visas de 5 membres du Conseil présidentiel. Le pas suivant que le gouvernement américain a voulu faire pour montrer son soutien au maintien du Premier ministre, c'était un déploiement militaire qui n'était pas très compliqué ou coûteux pour les États-Unis, puisque depuis septembre plus ou moins, le gouvernement américain a effectué un déploiement massif de navires de guerre sur les Caraïbes, et ce n'était pas très compliqué pour eux de déployer l'un de ces navires qui se trouve notamment près de Porto Rico, pour le déployer sur les côtes haïtiennes. Mais en même temps, si tu me permets, les autorités haïtiennes officiellement n'avaient pas réagi, n'avaient pas communiqué sur la présence de ces bateaux de guerre. Pensez-vous que l'armée américaine a fait cette intervention sans l'accord du gouvernement haïtien? Auquel cas, ce serait une violation du territoire haïtien, c'est une question sur laquelle je ne me suis pas penché pour le moment. C'est vrai que ni le chef du gouvernement ni le Conseil présidentiel s'est prononcé là-dessus, mais
étant donné que c'était une preuve de soutien au Premier ministre, on pourrait croire que le Premier ministre aurait été en faveur de ce déploiement près des côtes haïtiennes de ces 3 navires. Est-ce que ce déploiement est, selon vous, est-ce un support total et sans ambiguïté au Premier ministre Alexis Desfils-Aimé? Est-ce que ce déploiement vise réellement la stabilisation durable en Haïti, ou est-ce que ce déploiement avait visé la prévention d'un chaos incontrôlable en Haïti et qui serait près des frontières américaines? Les priorités pour le gouvernement américain sur le dossier d'Haïti depuis de nombreux mois sont, disons, clairement énoncées par les diplomates américains et par le département d'État de ce gouvernement. Pour les États-Unis, la priorité pour l'administration Trump, c'est le rétablissement de la sécurité avant tout. Et en cette période qui s'annonçait mouvementée et possiblement chaotique, avec une transition de pouvoir qui était très incertaine, les États-Unis voulaient se concentrer sur maintenir un certain degré de stabilité et de continuité. C'est quelque chose qu'ils répétaient fréquemment dans leur communication publique. Et ils avaient établi quelque part 2 lignes rouges. Le mandat du Conseil présidentiel de transition s'achevait le 7 février et il fallait trouver une nouvelle solution. Et l'autre ligne rouge pour eux, c'était leur refus d'accepter un changement de Premier ministre. Quant au Conseil présidentiel, et non seulement les États-Unis, mais les observateurs en général et les Haïtiens ont vu que c'était une structure qui a prouvé, qui se pouvait peu effective pour la prise de décision, pour avancer dans les priorités fondamentales qui avaient été déterminées initialement, qui étaient la sécurité, la réforme constitutionnelle et les élections, avec des membres, des dynamiques internes qui étaient marquées par des luttes politiques, des alliances changeantes entre les membres du Conseil, également des accusations de corruption et des relations très tendues avec le Premier ministre, ce qui faisait du Conseil présidentiel une structure qui plus que aider à une orientation de la politique aux côtés du Premier ministre, rendait quelque part la prise de décision beaucoup plus difficile. Il n'y a seulement, en considérant la quantité de conseils des ministres qui ont pu être organisés lors des présidences ou de la coordination de l'organe par Laurent Saint-Cyr et Fritz Jean, je sais pas, on n'a pas eu de très nombreux conseils des ministres qui est l'instance disons institutionnelle pour laquelle, avec cette structure, se prenaient les décisions. Donc voilà, c'était ça, c'est les 2 lignes rouges pour les États-Unis, et non seulement pour les États-Unis. Nous avons vu également des expressions de soutien de la part de pays européens, du Canada et d'autres régions, d'autres organisations régionales en faveur du Premier ministre, qui était vu quelque part dans cette volonté de maintenir un certain degré de stabilité et de continuité, comme la personne qui pouvait soutenir la coordination qui s'était améliorée au cours de ces derniers mois entre différentes forces de sécurité sur le terrain, notamment entre la police haïtienne et la task force, qui a été, disons, l'effort, je veux dire la task force, l'effort qui a le plus marqué le mandat du Premier ministre depuis qu'il a été en novembre 2024,
avec qui a donné des moyens aux forces de sécurité de changer un peu le rapport de force sur le terrain. Tout à fait. Et Diego, tout à l'heure, vous évoquiez le support des États-Unis, mais aussi de la communauté internationale, des autres pays de la communauté internationale, comme le Canada et l'Union européenne, avec la France en tête pour une certaine continuité et institutionnelle. Dans l'article que vous aviez écrit pour International Crisis Group, vous insistez sur l'importance de la légitimité politique à l'approche du déploiement de la force de répression et des gangs. Était-ce une des conditions exigées par ces pays contributeurs, par la communauté internationale? Pourquoi, et selon vous, cet élément était crucial pour les États-Unis et pour les autres pays de la communauté internationale en Haïti? Donc, comme je le disais, le Premier ministre était perçu comme une personne essentielle pour soutenir cette dynamique d'amélioration de la collaboration entre les forces de sécurité qu'on a vu dernièrement, notamment entre la task force et la police, ainsi que avec d'autres forces, mais notamment entre ces deux-là, qui vont être d'une certaine manière le fer de lance de la lutte contre les gangs pendant le temps que va mettre la nouvelle force à se déployer complètement sur le terrain. La force de répression de gangs, le bureau d'appui de la force de répression de gangs devrait être établi et devrait être opérationnel en avril, avec la mise en service de ce bureau. Certains pays contributeurs devraient commencer à envoyer leurs équipes d'avancée qui devraient valider ensuite le déploiement de leur contingent qu'ils ont promis pour déployer en tant que comme en faisant partie de cette nouvelle force. On devrait avoir une force de répression de gang avec tout son personnel d'ici plus ou moins septembre-octobre de cette année, mais ce qui nous laisse un énorme délai pour mener la lutte, continuer la lutte contre les gangs qui vraisemblablement va être, comme je le disais, dirigée par la police haïtienne et la task force. Mais de toute façon, ce qu'on a vu ce week-end, c'était la passation, disons, pour le moment, du pouvoir au Premier ministre. Mais nous avons vu également qu'il y a eu beaucoup de forces politiques qui ont demandé par la suite de continuer des discussions sur certains sujets, notamment comme par exemple le demandait Jerry Tardieu à travers de sa lettre ouverte, de définir le format définitif de la gouvernance, le profil des ministres qui devraient former le nouveau cabinet ministériel, l'évaluation du travail et possiblement de la composition du conseil électoral provisoire, ainsi que d'autres questions. Donc, il faudra voir si dans les jours ou les semaines à venir, les forces politiques pourraient se contenter en termes d'inclusion dans la nouvelle structure de gouvernance d'un remaniement ministériel, de la réévaluation de la composition du CEP, ou des changements des nominations au sein de certaines autorités locales ou de direction générale, ou si au contraire, ils feront pression pour qu'il y ait, par exemple, un exécutif bicéphale. Lors de la cérémonie de passation du pouvoir
le membre du Conseil, Laurent Saint-Cyr, avait demandé au Premier ministre de rester très attentif et de poursuivre ce dialogue avec les forces politiques qui majoritairement étaient en faveur d'un exécutif bicéphale. Et dans son allocution un peu plus tard, le 7 février, le Premier ministre s'est dit prêt et s'est engagé à poursuivre ces dialogues avec ses politiques, sans donner des détails, s'il était prêt à accepter un exécutif bicéphale, mais il s'est dit prêt à continuer ces discussions pour voir comment les forces politiques et le gouvernement allaient se préparer pour traverser ce qu'il présentait comme une dernière phase de cette transition. Donc il reste à voir comment va s'effectuer cette continuation des discussions politiques, puisque les partenaires internationaux et les forces politiques en Haïti savent que le gouvernement devra continuer des discussions pour avoir une plus grande acceptabilité au sein des forces politiques et de la société en général, pour pouvoir non seulement mener une lutte effective contre les gangs, mais aussi créer un climat propice qui permette d'organiser des élections qui soient acceptées au moins par une masse critique des groupes politiques haïtiens. Est-ce que vous pensez que les pays contributeurs en troupes et à la force de répression des gangs et suivent de près ce qui se passe sur le plan politique et en Haïti avant d'envisager ou pas un déploiement? Pardon, je n'ai pas entendu la fin de la question. Avant d'envisager? Avant d'envisager ou pas un déploiement? De se déployer en Haïti. Pardon, avant d'envisager. Je vous écoute très loin. Je n'ai pas compris la question. Ça marche maintenant? Là, je vous entends. Ouais, j'entends bien. Ouais, je disais que, est-ce que vous pensez que les pays contributeurs en troupes à la force de répression des gangs observent ce qui se passe en Haïti avant de décider ou pas et d'envisager un déploiement? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y avait eu des problèmes politiques qui avaient retardé le déploiement de la MMAS en 2024. Bon, c'était des troubles politiques et sécuritaires très différents et de différentes envergures, parce que le gouvernement avait été forcé de changer alors que les gangs paralysaient complètement la capitale en 2024, alors que là on est dans un schéma politique et sécuritaire très différent. Mais bien sûr, les pays contributeurs voudront tous s'assurer qu'ils travaillent aux côtés d'un gouvernement dont la légitimité n'est pas fortement contestée, pour être sûr que leurs troupes pourront être déployées dans les conditions nécessaires pour mener à bien leur mission. Tout à fait. Nous allons refermer cette entrevue et déjà, je vous remercie pour votre disponibilité et on va revenir à l'opération Southern Spear et qui s'est soldée par le débarquement de 3 navires et de la rade de Port-au-Prince. Si on suit de près ce qui se passe avec cette opération dans les Caraïbes débutée débuté depuis le mois de septembre, et cette opération se manifeste notamment par des frappes en mer, mais aussi par des frappes terrestres. Et particulièrement au Venezuela. Est-ce que ce qui s'est passé le 3 février, on peut appréhender une intervention directe des États-Unis sur le terrain en Haïti, que ça soit en mer territoriale ou terrestre? Écoutez, rien ne laisse présager pour le moment qu'il y aurait des pas supplémentaires qui pourrait être fait par le gouvernement américain après ce déploiement des navires. Ce déploiement des navires était vraisemblablement concentré dans la passation d'un message plutôt politique dans un moment
qui pouvait bouleverser complètement la structure gouvernementale haïtienne et donc possiblement affecter la coordination entre les forces de sécurité à un moment critique contre la coalition de gangs Vivre Ensemble. Pour le moment, il n'y a aucune expression ou message du gouvernement américain qui laisserait entendre qu'il voudrait continuer à utiliser la menace de la force pour à des fins de passer des messages politiques. Donc ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que c'était, disons, une exception avec un déploiement qui n'était, comme je le disais, pas compliqué pour les États-Unis, puisqu'ils avaient des navires à la main déjà, pas loin dans les Caraïbes, et que c'était quelque chose, une montre supplémentaire de support au maintien du Premier ministre, après que le gouvernement avait multiplié les contacts diplomatiques, la révocation des visas. C'était juste un pas supplémentaire pour assurer le maintien du Premier ministre aux rênes du gouvernement et pour maintenir cette coordination qui s'améliore peu à peu entre les différentes forces de sécurité. Mais en même temps, et le 28 janvier 2026, et devant le Congrès américain, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exprimé la volonté de l'administration Trump d'adopter une posture militaire et pour combattre les gangs, les organisations terroristes transnationales qui opèrent et dans la région et particulièrement en Haïti. Et certains prendraient cette déclaration comme une sorte de et d'aucuns pourraient estimer que cette déclaration laisse une porte ouverte à une éventuelle intervention américaine sur le terrain. Oui, bien sûr. Alors ces propos étaient, disons, du secrétaire américain un peu vague et très commenté en Haïti, mais de toute façon, ça ne choque pas avec le changement de posture par rapport, disons, avec la nouvelle mission de sécurité qu'a proposé le gouvernement américain, qui n'est plus une mission, disons, policière en soutien à la PNH, mais plutôt une opération militaire. Donc, il faudra attendre que des responsables politiques américains précisent, disons, ces propos tenus par le secrétaire Marco Rubio. Mais moi personnellement, il m'avait pas choqué énormément puisque cela s'alignait, disons, quelque part avec le discours mené par différents responsables politiques américains pour justifier le changement presque de nature entre la MMAS et la force de répression de gang, qui a un mandat bien plus robuste, qui va être composé notamment de troupes militaires et non pas de contingents policiers, et qui devrait mener des opérations offensives assez robustes aux côtés de la PNH, mais aussi indépendamment des forces de sécurité haïtiennes. Tego Darine, merci énormément de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci, bonne journée. Bonne journée à toi aussi.